Certains noms et détails de cette histoire ont été modifiés afin de préserver l'anonymat et la confidentialité. Toutes les photographies ne proviennent pas de la scène réelle. À la mi-décembre 2017, un groupe de spéléologues descendait sur des cordes de sécurité dans un puits vertical profond à Desolation Canyon dans l'Utah. Ces étroites crevasses le long de la Green River étaient toujours restées complètement inondées. Mais en raison d'une sécheresse anormale, le niveau de l'eau avait chuté de façon critique. À une profondeur de plusieurs centaines de pieds, dans le noir absolu d'un lac souterrain isolé, les chercheurs ont soudain entendu un doux clapotis. Le faisceau de la lampe frontale a permis d'apercevoir un spectacle macabre sur les rochers humides. Une créature extrêmement émaciée à la peau gris pâle était recroquevillée en boule. Elle émettait un sifflement sourd, se couvrait le visage avec ses mains de la lumière salvatrice et continuait à mâcher machinalement un poisson des cavernes vivant et aveugle. Cette femme était Priscilla Grant, âgée de 29 ans. Il y a 18 mois, le 12 juin 2016, elle et ses deux amis ont disparu sans laisser de traces au cours d'une excursion touristique en rafting. La police, les sauveteurs et les proches les avaient depuis longtemps déclarées mortes, pensant que les corps avaient été emportés par une rivière en furie. Personne ne pouvait imaginer que Priscilla avait été vivante pendant tout ce temps, piégée dans un piège de pierre aveugle sous terre. Mais la partie la plus effrayante de l'histoire n'était pas la façon dont elle avait réussi à survivre dans l'obscurité totale, mais la raison pour laquelle elle était là et où Bonnie et Marlène étaient allées. Le 12 juin 2016, le soleil dardait ses rayons sur la ville de Green River dans l'Utah avec une force impitoyable. La température atteignait 95 degrés Fahrenheit à l'ombre. Vers 11 heures du matin, un SUV, gris foncé, s'est arrêté sur le parking d'une station-service locale. 3 jeunes femmes sont sorties de la voiture. Il s'agit de Priscilla Grant, 29 ans, Bonnie Jones, 28 ans, et de leur camarade Marlène Watson, 29 ans. Toutes les trois vivaient à Salt Lake City. Cet été, les amis avaient prévu une excursion de rafting à grande échelle de 6 jours au fond du Desolation Canyon, l'un des coins les plus reculés de l'Ouest américain. Les images de vidéosurveillance de la station-service ont montré que les femmes étaient à l'intérieur depuis 22 minutes. Le caissier de la station témoignera plus tard que les touristes étaient de bonne humeur et semblaient concentrés. Elles ont acheté du thé glacé, des sandwichs tout prêts et 2 paquets de piles au lithium pour les lampes de poche. L'employé s'est souvenu du groupe parce qu'une des filles lui a demandé quelles étaient les prévisions météorologiques pour les 6 prochains jours. Il a répondu qu'il allait y avoir une vague de chaleur critique et pas une seule goutte de pluie. À 12h15, le 4x4 s'est arrêté sur le quai d'un centre touristique situé à la périphérie de la ville. L'instructeur du centre a déclaré plus tard aux détectives qu'il avait remarqué leur approche professionnelle. Les touristes disposaient d'un équipement haut de gamme. Un radeau multiplace en polyuréthane vert, des sacs étanches durables pour les provisions et des gilets de sauvetage. À 1h30 de l'après-midi, les femmes ont officiellement enregistré l'itinéraire dans le journal de bord du service des parcs. L'expédition devait durer exactement 6 jours, pour une longueur totale de 84 miles. Elle devait y marcher environ 14 miles par jour. Le point d'arrivée était la plage de Swayze, où un véhicule commercial devait les attendre. L'heure de retour était le 18 juin 16h00. Laissant leur voiture sur le parking, les femmes ont mis le radeau à l'eau et ont disparu au premier virage de la rivière. Le Desolation Canyon porte bien son nom, qui se traduit par canyon de la désolation. C'est un labyrinthe de falaises rouges abruptes qui s'élèvent à plus de 5000 pieds au-dessus de l'eau. Il n'y a absolument aucune couverture de communication et aucun moyen d'évacuer à pied. La rivière est coincée dans une gorge étroite, où les sections calmes cèdent soudain la place à des rapides agressifs de 4e et 5e catégorie de difficulté. Le 18 juin, à 16h précises, le transport est arrivé à la plage de Soazie. Le conducteur du minibus a attendu pendant plus de 2 heures, mais aucun bateau n'est apparu sur la rivière. Le lendemain matin, le 19 juin, les proches ont donné l'alerte. À 10h du matin, le bureau du shérif du comté d'Emery a officiellement signalé la disparition de Priscilla Grant, Bonnie Jones et Marlène Watson. Une opération de recherche à grande échelle a immédiatement été lancée. Les hélicoptères de patrouille du ministère de la Sécurité publique ont pris leur envol. Leur tâche consistait à passer méthodiquement au peigne fin tous les méandres de la rivière depuis les airs. Parallèlement, des bateaux et des équipes de rangers se sont dirigés en amont de la plage. Au cours de l'opération, les rangers ont interrogé d'autres groupes. Des témoins ont confirmé qu'ils avaient vu un radeau vert avec 3 femmes le 14 juin à environ la marque du 30e mile depuis le départ. Elles se comportaient de manière tout à fait appropriée et naviguaient de manière professionnelle sur les tronçons avec un courant calme. C'est le dernier point de leur séjour. Au 4e jour des recherches, le 22 juin, le premier indice est apparu,
L'équipe de secours explorait une section de la rivière en aval des rapides de Coal Creek, l'un des endroits les plus dangereux de tout le canyon. Dans la plante, les sauveteurs ont remarqué un morceau de matériau vert. Il s'agissait d'un polyuréthane déchiré, mesurant 3 pieds sur 4. L'analyse médico-légale a confirmé que ce matériau était identique à la texture du radeau des femmes. Les bords de la déchirure indiquaient un impact catastrophique sur un rocher sous-marin. 5 heures plus tard, l'hélicoptère a repéré un autre objet près du rivage. Il s'est avéré être le gilet de sauvetage des touristes. Ses sangles étaient solidement attachées, mais le gilet lui-même était vide. Aucune autre trace n'a été trouvée. En août 2016, la phase active du travail était officiellement terminée. Les autorités du district ont publié un rapport final. Ce document indiquait sèchement que le radeau s'était renversé à la suite d'un impact puissant sur des rochers. D'après l'enquête, les femmes ont été entraînées dans des tourbillons sous-marins et leurs corps sont restés à jamais coincés sous des rochers au fond de l'eau. Les policiers ont classé l'affaire étant absolument sûrs de leurs faits. Mais ils se sont fatalement trompés dans leurs conclusions. L'impitoyable rivière n'a pas tout emporté. Au plus profond des entrailles froides des rochers, là où les rayons du soleil n'ont jamais pénétré, l'une d'entre elles respirait encore, n'entendant que le bruit sinistre et sans fin de l'eau noire autour d'elle. 18 mois, exactement, se sont écoulés. Le canyon de la désolation avait bien gardé ses secrets jusqu'à ce que la nature intervienne. L'automne 2017 a été anormalement sec pour l'Utah. Le niveau d'eau de la Green River a commencé à baisser rapidement, mettant à nu des berges qui étaient restées cachées sous l'épaisseur des ruisseaux boueux pendant des siècles. À la mi-décembre 2017, l'eau avait reculé d'un nombre sans précédent de 50 pieds sous son niveau historique le plus bas. Ce phénomène naturel a ouvert l'accès à des réseaux de grottes sous-marines dans la partie inférieure du canyon qui étaient auparavant considérés comme totalement inaccessibles à l'homme. Le 15 décembre, à 8 heures du matin, un groupe de 4 spéléologues de l'extrême est arrivé dans la région des rapides de Coal Creek. Selon leur itinéraire, le but de l'expédition était de cartographier les crevasses sèches nouvellement formées. Les chercheurs avaient avec eux du matériel professionnel, des centaines de pieds de câbles en Kevlar, de solides mousquetons, des bouteilles d'oxygène portable en cas d'accumulation de gaz toxiques et de puissantes lampes frontales. À 10h30 du matin, les hommes ont trouvé une étroite crevasse dans la roche solide. Cette entrée avait été complètement inondée par un torrent en furie quelques mois plus tôt. L'ouverture était si étroite qu'ils ont dû enlever une partie de leur équipement extérieur pour se faufiler dans la bouche de pierre. La descente a duré près de 2 heures. Les spéléologues se sont déplacés avec précaution le long d'un puits de pierre verticale qui faisait plus de 200 pieds de profondeur. La température de l'air a chuté rapidement, s'arrêtant à 42 degrés Fahrenheit. Les parois du puits étaient recouvertes d'une couche glissante de limons de rivière et de dépôts minéraux tranchants. À 12h50, le premier des explorateurs a touché du pied la surface dure. Lorsque tout le groupe a réussi à descendre au fond, il s'est retrouvé dans une immense grotte souterraine. Il y régnait une obscurité absolue. C'était une obscurité primordiale et épaisse qui absorbait instantanément toute faible source de lumière et créait l'illusion d'une perte totale d'orientation dans l'espace. L'air était lourd, vicié et chargé d'odeurs de terre humide, de vieilles pourritures et d'eau stagnante. En allumant les lampes de poche à la puissance maximale, les spéléologues ont vu un large lac souterrain devant eux. Il s'est formé suite à la filtration constante de l'eau de la rivière à travers des fissures microscopiques dans la roche massive. L'eau était glacée, noire et immobile comme un miroir dans une crypte. Le groupe commença à avancer lentement le long de la rive accidentée du réservoir souterrain. Chaque pas prudent se répercutait sur les hautes voûtes de pierre avec un écho sourd et répété. Des gouttes de condensation froide tombaient monotonement du plafond. Il n'y avait pas le moindre signe de vie aux alentours, pas le moindre son, à l'exception de leur propre respiration intense et du bruit des gouttes. Soudain, à 13h15, le chef de groupe a brusquement levé son poing fermé, donnant l'ordre muet de s'arrêter immédiatement. Selon les spéléologues, dans le silence complet, ils ont entendu un son qui ne s'inscrivait pas dans le rythme naturel de la grotte morte. Il s'agissait d'un clapotement d'eau silencieux, mais distinct au bord opposé du lac, à environ 60 pieds de distance. L'homme tourna lentement la tête, dirigeant un étroit faisceau de lumière vers la source du son. Le faisceau a arraché à la pénombre une scène qui a instantanément coupé le souffle aux sportifs extrêmes expérimentés et leur a glacé le sang. Un être humain était assis sur les pierres humides et recouvertes de bave, recroquevillé en boule contre nature. On aurait dit un cauchemar matérialisé dans la réalité physique. Le corps était gravement émacié, ressemblant à un squelette recouvert de peau. La peau était devenue d'un gris pâle, effrayant, presque translucide, dépourvue de tout pigment en raison de la longue absence de soleil.
Ses longs cheveux extrêmement sales, emmêlés en touffes serrées et rigides, tombèrent sur ses épaules maigres, cachant partiellement son visage et ses clavicules saillantes. Lorsque la lumière vive de la lampe de poche a frappé la créature directement dans les yeux, la femme a réagi instantanément. Au lieu de crier ou de demander de l'aide, elle laissa échapper un sifflement sourd et animal qui résonna dans toute la grotte. Rétrécissant sous l'effet d'une terreur panique, elle a brusquement rampé dans le coin le plus profond entre les blocs massifs et s'est couvert le visage de ses mains sales et coupées. Elle essayait désespérément de se cacher de la lumière salvatrice que ses yeux n'avaient pas vue depuis 1 an et demi. La lumière lui causait une douleur physique insupportable. Les spéléologues étaient de figer sur place, incapables de faire un pas. Dans les doigts, fins et tremblants aux ongles cassés de la femme, un poisson des cavernes aveugles était serré fermement, s'agitant encore, essayant d'échapper à son emprise mortelle. De l'eau sale coulait le long de ses poignets. Ne prêtant plus attention à la présence d'étrangers, la femme porta instinctivement la proie à ses lèvres gercées et commença à mâcher la viande crue et vivante méthodiquement, avec une cruauté primitive. Dans ce donjon sinistre, isolée du reste du monde humain, elle s'est transformée en prédateur dont le seul but est de survivre à tout prix. Il s'agit de Priscilla Grant, officiellement déclarée morte il y a 18 mois. Mais le tunnel sombre et sans fond derrière elle cachait un secret bien plus terrifiant. Une réponse macabre à la question de savoir où les 2 autres femmes avaient disparu. Et ce que Priscilla avait réellement mangé avant que le niveau de l'eau ne lui permette de pêcher. Chers téléspectateurs, avant de continuer à plonger dans cette histoire glaçante, j'ai une petite requête à vous faire. S'il te plaît, abonne-toi à la chaîne, laisse un commentaire et n'oublie pas d'aimer. Les algorithmes de YouTube fonctionnent de telle sorte que c'est ton activité qui permet de promouvoir ma vidéo. Grâce à tes réactions, la plateforme montrera cette vidéo à de nouveaux spectateurs et encore plus de gens prendront connaissance de cette incroyable histoire de survie. Ton soutien est extrêmement important. Revenons maintenant à l'Utah. L'évacuation de Priscilla Grant du piège souterrain s'est révélée être une opération logistique complexe qui a duré près de 8 heures éprouvantes. Les sauveteurs ont dû déployer un système de blocs et de câbles en Kevlar pour la remonter à la surface avec une extrême prudence à travers un puits vertical. La femme était si faible qu'elle a dû être fixée de façon rigide dans une civière spéciale en plastique. Tout mouvement imprudent aurait pu provoquer l'arrêt de son cœur épuisé. Vers 21 heures, l'hélicoptère de sauvetage a atterri sur le toit de l'hôpital de l'Université de l'Utah à Salt Lake City. La patiente a été immédiatement emmenée à l'unité de soins intensifs sous haute surveillance policière. Les médecins des soins intensifs ont été ouvertement choqués par l'état de son corps. Le rapport médical indiquait que la jeune fille avait perdu près de 40% de son poids total. De 130 livres, son poids a chuté à un niveau critique de 78 livres. En raison de l'absence totale de soleil pendant 18 mois, elle a développé une grave carence en vitamine D. De plus, les médecins ont diagnostiqué un stade précoce de scorbut dû à un manque prolongé de micronutriments. Sa peau était couverte d'ulcères, ses gencives saignaient et ses muscles s'étaient presque complètement atrophiés à cause du manque de mouvement. Les yeux de Priscilla étaient si peu habitués à la lumière du jour que les médecins ont dû isoler complètement sa chambre. Ils ont fermé les fenêtres avec des rideaux sombres et allumé les lampes au minimum, créant ainsi un crépuscule. Le moindre rayon de lumière provoquait chez elle des douleurs physiques aiguës et des spasmes oculaires. De plus, la jeune fille ne pouvait pas manger de nourriture normale. Son système digestif n'acceptait rien d'autre que des gouttes intraveineuses contenant des solutions nutritives. Mais le traumatisme le plus profond était caché dans son psychisme. L'esprit de Priscilla était tellement paralysé par l'isolement qu'elle avait complètement perdu la capacité d'interagir socialement. La jeune fille ne parlait pas, ne répondait pas à son nom et refusait d'entrer en contact avec le personnel. Lorsque les infirmières entrèrent dans la chambre, elle frémissait de terreur. Priscilla refusait catégoriquement de dormir sur un matelas mou. Elle se déplaçait dans la pièce uniquement à 4 pattes, se cachait sous le cadre métallique du lit comme un animal dans un trou et restait là pendant des heures en position fétale. Elle réagissait à tous les sons aigus, aux cliquetis d'outils ou aux bruits de pas dans le couloir par des crises de panique, au cours desquelles elle se couvrait fortement les oreilles et émettait un sifflement animal assourdissant. Pendant ce temps, pour les forces de l'ordre, cette histoire s'est transformée en enquête criminelle. 2 officiers armés étaient en service à la porte du service 24 heures sur 24. Les détectives du bureau du shérif étaient absolument sûrs d'avoir affaire à un crime sans précédent et à un dangereux maniaque en série. Selon eux, un inconnu avait enlevé les touristes, les avait entraînés dans une prison souterraine et les y avait maintenus. Les enquêteurs ressortaient de vieilles archives d'affaires non résolues, dressaient des listes de suspects. Tout le monde n'attendait qu'une chose, que la femme survivante reprenne conscience et donne le nom de son bourreau. La police se préparait à traquer le sadique, espérant trouver des indices
qui la mènerait au corps des autres disparus. Ils étaient loin de se douter que le monstre qu'ils recherchaient si désespérément n'avait jamais existé, et que la véritable solution serait bien plus terrifiante. L'hiver 2018 se transformait lentement en printemps, mais dans une chambre isolée de l'hôpital de l'Université de l'Utah, le temps semblait s'être arrêté. Près de 3 mois s'étaient écoulés depuis que Priscilla Grant avait été tirée de la crypte souterraine de Desolation Canyon et son état physique s'était lentement stabilisé. Son poids corporel a commencé à augmenter de façon minime et sa peau a progressivement répondu au traitement du scorbut. Cependant, sa conscience est restée complètement inaccessible. L'esprit de cette femme était solidement enfermé dans un sombre labyrinthe dont elle refusait catégoriquement de sortir. Elle n'a pas prononcé un seul mot, ne réagissant à l'apparition du personnel hospitalier que par une horreur muette. Le service de police du comté d'Emery perdait rapidement patience. L'enquête était dans l'impasse et la pression du public montait. Les détectives avaient constitué une énorme base de données contenant les dossiers de tous les criminels connus, braconniers et reclus dangereux qui avaient jamais été vus dans un rayon de 200 miles autour de la rivière. Ils étaient sincèrement convaincus que le maniaque qui avait jeté les femmes dans la grotte se promenait toujours en liberté. Les enquêteurs préparaient de volumineux dossiers avec les photographies des suspects, attendant le moment où la victime traumatisée désignerait son bourreau. Mais le médecin-chef a strictement interdit tout interrogatoire, invoquant l'état extrêmement instable de la patiente. Une avancée dans l'affaire criminelle n'a eu lieu qu'au début du mois de mars 2018. Le docteur Harry Thorne, un éminent psychiatre légiste spécialisé dans les effets de l'isolement prolongé et des traumatismes graves, a été appelé à la rescousse. Thorne choisit la tactique de la discrétion absolue. Il se rendit chaque jour à 10 heures du matin dans le service plongé dans l'obscurité. Le médecin s'asseyait silencieusement sur une chaise et y restait pendant 2 heures sans essayer de parler aux patients. Le 7e jour de ses visites, il a simplement laissé un carnet de papier à couverture noire et un crayon à mine tendre sur la table de chevet métallique. Au début, Priscilla a complètement ignoré ces objets. Mais 2 semaines plus tard, l'infirmière de garde a remarqué un changement frappant. Les pages du carnet étaient densément griffonnées de lignes chaotiques qui ressemblaient à des vagues sur l'eau. Thorne a poursuivi sa routine quotidienne jusqu'à ce que le premier contact conscient ait lieu le 15 mars. Ce matin-là, Priscilla ne s'est pas cachée sous le lit. Elle s'est assise sur le sol froid et a regardé directement le médecin. Conformément au protocole médical, Thorne lui a lentement tendu un carnet. La femme a pris avec hésitation un crayon et a écrit un mot sur le papier « Silence ». Au fil du temps, les mots ont commencé à former des phrases courtes et déchiquetées. Une semaine plus tard, Priscilla a parlé pour la première fois. Sa voix était un murmure brisé, silencieux et à peine audible. Ses ligaments s'étaient presque atrophiés à cause de la longue période d'inactivité. Mais elle était enfin prête à dire la vérité aux enquêteurs. Le 22 mars 2018, à 11h30, 2 détectives principaux furent officiellement autorisés à entrer dans la pièce pour la première fois. Les policiers ont reçu l'ordre strict d'enlever leurs armes et de ne parler qu'à voix basse. L'enquêteur a mis en marche un enregistreur portable, enregistrant l'heure du début de l'interrogatoire et a sorti des photographies d'un dossier. L'enquêteur a étalé les photos devant Priscilla avec beaucoup de soin. Selon la transcription de l'interrogatoire, il lui a demandé sur le ton le plus doux possible « Priscilla, nous savons que tu as vécu un véritable enfer. Regarde ces visages très attentivement. Lequel d'entre eux t'a fait ça? Qui vous a conduit, toi et tes amis, dans ce terrible cachot? Ce qui s'est passé ensuite a détruit à jamais toutes les théories de la police. » Priscilla a lentement baissé les yeux sur les photos des criminels. Elle les fixa en silence pendant plusieurs minutes, ne montrant aucune réaction ni la moindre reconnaissance. Puis la femme a levé ses yeux enfoncés vers l'enquêteur principal. Son regard était profond et complètement vide, comme si elle regardait à travers elle dans un vide noir absolu. Sur l'enregistrement sauvegardé du dictaphone, on peut l'entendre prendre une lourde respiration, puis son murmure sec coupe le silence de mort de la pièce. Personne. Il n'y avait personne, juste nous, la rivière et l'obscurité absolue. Ces mots sinistres ont sonné comme un verdict pour toute l'enquête. Il n'y a pas eu d'enlèvement brutal par un maniaque ou un psychopathe. Toutes les milliers d'heures de travail épuisant de la police à éplucher les bases de données et à interroger les témoins avaient été vaines. Les détectives se sont regardés les uns les autres dans un état de choc profond. S'ils n'avaient pas été kidnappés, comment 3 randonneurs expérimentés et bien équipés avaient-ils pu être piégés dans une caverne souterraine complètement isolée, sans aucun moyen de remonter à la surface? L'officier se pencha plus près de la jeune fille, essayant désespérément de comprendre ce qu'il avait entendu. Il demanda tranquillement ce qui s'était passé exactement sur la route de l'eau. Priscilla ferme les yeux de douleur. Elle murmura à peine audiblement que cette tragédie n'était pas l'œuvre d'autres personnes. Elle était le résultat d'une seule erreur fatale et d'une soudaine envie de s'amuser
qui avait changé à jamais les règles de leur voyage. Priscilla Grant a reconstitué pièce par pièce les événements de cette terrible journée, assise dans une chambre d'hôpital plongée dans l'obscurité, en écoutant un enregistreur de police. Son témoignage, prononcé dans un murmure brisé, a transformé une affaire criminelle de disparition mystérieuse en une chronique documentée d'une négligence humaine fatale. Le 3e jour de leur expédition aquatique, le 14 juin 2016, a commencé comme une parfaite aventure touristique. Les femmes se sont réveillées au lever du soleil, ont préparé leur campement, vérifié la fixation de leurs airbags et mis à l'eau le radeau vert. Elles se trouvaient dans la partie la plus isolée du Desolation Canyon à environ 30 miles du point de départ. Autour d'eux, des roches rouges massives s'élevaient comme un mur solide, et le débit régulier leur permettait de se détendre et de simplement profiter du paysage sauvage. Vers 1h de l'après-midi, le soleil a atteint son zénith et la température de l'air a dépassé les 95 degrés Fahrenheit. Il y avait presque un silence sonnant autour, rompu seulement par le clapotis rythmique des rames. C'est alors que l'habituelle poussée d'adrénaline provoquée par le passage de sections sûres de la rivière ne leur a pas semblé suffisante. Le sentiment d'isolement complet de la civilisation et l'euphorie ont joué une farce incroyablement cruelle aux touristes expérimentés. Marlène Watson a sorti un récipient en plastique de son sac étanche. À l'intérieur se trouvaient des hallucinogènes synthétiques. Les 2 amis avaient accepté cette expérience risquée en ville, décidant naïvement que la prise de substances psychotropes en pleine nature leur donnerait un maximum d'unité spirituelle avec le puissant canyon. Elles ont pris les drogues directement sur l'eau, sans même s'amarrer à un rivage sûr. Les femmes se sont fiées à leur expérience et au fait que la rivière était censée rester relativement calme pendant les quelques kilomètres suivants. Mais le Desolation Canyon est un écosystème impitoyable qui ne pardonne pas le moindre écart de vigilance. Lorsque les produits chimiques ont pénétré dans leur sang et ont commencé à affecter activement leur cerveau, le monde réel s'est rapidement déformé au point d'être méconnaissable. Priscilla a rappelé avec horreur aux enquêteurs comment les couleurs autour d'elle sont soudainement devenues anormalement brillantes et éblouissantes. Les rochers massifs le long des berges semblaient être des organismes vivants palpitants qui pendaient au-dessus d'elle comme des prédateurs, et le son de l'eau de la rivière s'est progressivement transformé en un grondement assourdissant et insupportable. Les femmes avaient complètement perdu le sens de la distance, de la vitesse d'écoulement et du temps. Elles étaient dans un état d'intoxication profonde et incontrôlable au moment même où leur bateau s'est approché de la zone extrêmement dangereuse. Devant elles se trouvait une cascade de rapides agressifs de 4e catégorie de difficulté près de Coal Creek. Il s'agissait d'une section étroite du lit de la rivière avec des eaux blanches de tourbillonnantes et des rochers pointus dispersés au hasard. À jeun, les 3 randonneurs professionnels n'auraient eu aucun mal à contourner ce secteur. Ils auraient lu correctement la configuration du courant, aligné le radeau, le nez sur la vague et travaillé les rames de manière coordonnée. Mais sous les effets destructeurs de puissants hallucinogènes, leur coordination a été complètement détruite. Au lieu d'agir en équipe, les femmes ont paniqué. Priscilla a raconté en larmes qu'elle riait de façon hystérique et hurlait d'une terreur animale déraisonnable. Elle ramait de façon erratique, tournant le bateau latéralement par rapport au courant et s'empêchait seulement l'une l'autre de niveler la trajectoire de sauvetage. Le radeau prenait rapidement de la vitesse, tournant de manière incontrôlée autour de son axe. Un puissant courant d'eau vive a ramassé le bateau en polyuréthane comme un jeton en apesanteur. Le courant l'a projeté avec une force féroce directement dans un énorme rocher de granit qui se dressait comme un monolithe au milieu de l'étroit chenal. Mais le pire dans cette situation n'était pas le moment de l'impact physique. Sous ce rocher particulier se trouvait un piège hydrologique dangereux et mortel, ce qu'on appelle le siphon sous-marin. Il s'agit d'une poche spécifique dans la roche où le courant aspire d'énormes masses d'eau, ne laissant aucun moyen de contournement à la surface. Lorsque le radeau a heurté la roche mouillée en accélérant au maximum, l'énorme pression de l'eau a instantanément froissé son flanc. Au-dessus du grondement des rapides, on a entendu un grand craquement de polyuréthane déchiré. La seconde suivante, l'embarcation a basculé, recouvrant de plein fouet les femmes sans défense. L'eau glacée de la montagne leur a instantanément coupé le souffle. Priscilla se souvient seulement d'une terrible et irrésistible poussée vers le bas. La pression hydraulique du siphon sous-marin était si puissante que même leurs gilets de sauvetage professionnels ne parvenaient pas à maintenir leur corps à la surface. Les 3 touristes ont été impitoyablement entraînés dans le gouffre, comme dans une centrifugeuse géante juste sous une formation rocheuse de plusieurs tonnes. La lumière éclatante du soleil a instantanément disparu pour eux, brusquement remplacée par des ténèbres tourbillonnantes où il n'y avait absolument aucune place pour respirer, et un courant frénétique tirait leur corps dans l'inconnu noir et sinistre.
Selon Priscilla Grant, le choc hydraulique du siphon sous-marin les a complètement privés de tout contrôle sur leur corps. Le courant glacial de la rivière verte les a tirés sans pitié dans un étroit tunnel de pierre qui s'étendait profondément sous un énorme rocher de granit. Pendant plusieurs secondes interminables, elles ont été projetées contre des affleurements rocheux tranchants. L'eau, sous une pression énorme, était forcée dans leur nez et leur bouche, ne leur laissant aucune chance de prendre une respiration de secours. La force de l'écoulement était si énorme que les gilets de sauvetage professionnels craquaient aux coutures et que les solides sangles de nylon leur coupaient douloureusement la peau. Soudain, cette pression féroce s'est quelque peu relâchée. Une force hydrologique invisible les a poussées vers la surface. Les femmes ont instinctivement pris une respiration avide, remplissant leurs poumons d'un air vicié et extrêmement humide. Elles sont remontées à la surface, espérant voir le ciel du canyon, mais au lieu du soleil éblouissant de l'Utah, elles ont été accueillies par une obscurité totale. Un courant sous-marin a projeté les touristes dans une immense caverne souterraine qui n'avait absolument aucun moyen de remonter à la surface au-dessus du niveau de l'eau. C'était un piège hermétique. Dans son témoignage aux enquêteurs, Priscilla a décrit les premières minutes dans cette grotte comme une chute dans le cercle le plus profond de l'enfer. L'épaisse obscurité les a instantanément privés de la vue. Les yeux ne pouvaient pas s'adapter à ces conditions, car pas un seul photon de lumière ne pénétrait dans le donjon. Cependant, l'ennemi le plus insidieux n'était pas le manque de lumière, mais les puissantes drogues de synthèse qui circulaient encore activement dans leur sang. L'effet des puissants hallucinogènes transformait une situation critique en un cauchemar psychologique inimaginable. Leurs cerveaux enflammés, privés de références visuelles, ont commencé à générer leur propre réalité horrible. Priscilla avait l'impression que les voûtes glissantes et humides de la grotte bougeaient constamment, se rétrécissaient, essayant de les écraser de leur masse. L'écho des éclaboussures d'eau s'est transformé en un murmure démoniaque qui venait de partout. Dans l'obscurité totale, les femmes imaginaient que des milliers d'yeux de monstres prédateurs les regardaient depuis l'eau noire, attendant le bon moment pour attaquer. Au milieu de ce chaos, on pouvait entendre des cris désespérés au-dessus de l'eau. Priscilla et Marlène Watson, s'accrochant fermement l'une à l'autre, ont miraculeusement réussi à trouver un rebord de pierre glissant dans l'eau tourbillonnante. S'arrachant la peau des paumes, elles se sont efforcées de tirer leur corps sur la surface dure du rebord. Ils ont commencé à appeler hystériquement leur troisième ami dans le vide noir. Mais Bonnie Jones, âgée de 28 ans, n'a jamais réussi à rejoindre la terre ferme. Comme l'examen médico-légal de ses restes l'établira bien plus tard, la jeune fille a subi un traumatisme crânien extrêmement grave lorsqu'elle a heurté les rochers sous-marins invisibles. Sa coordination spatiale a été complètement détruite, non seulement par les substances psychotropes, mais aussi par les dommages physiques causés à son cerveau. Pendant les interrogatoires, Priscilla s'est souvenue, en pleurant, qu'elle pouvait clairement entendre une respiration lourde et de faibles coups de main sur l'eau à proximité. Bonnie a fait de son mieux pour rester à flot, mais dans l'obscurité totale, désorientée par la panique et la douleur, elle n'a pas réussi à savoir où nager pour rejoindre la rive. Ses cris sont devenus de plus en plus faibles, l'écho rendant difficile l'identification de leur source, jusqu'à ce qu'ils soient finalement noyés dans le bruit du cours d'eau souterrain. Elle s'est noyée dans les premières heures qui ont suivi la catastrophe. La mort de Bonnie a été la première prise de conscience de l'horreur dans laquelle elle se trouvait. Priscilla et Marlène se sont retrouvées complètement seules dans ce monde souterrain mort qui sentait la vase et la pierre ancienne. Elles étaient assises l'une contre l'autre sur une pierre froide et irrégulière d'où coulait de l'eau glacée. Leurs vêtements de randonnée étaient trempés jusqu'au bout et collés à leur corps, leur retirant rapidement leur précieuse chaleur. La température de l'air dans le donjon oscillait régulièrement autour de 50 degrés Fahrenheit, suffisamment basse pour provoquer une hypothermie inévitable et inéluctable dans un environnement humide. Ils pleuraient et frissonnaient, ignorant totalement où se trouvait le haut et où se trouvait le bas, quelles étaient les véritables dimensions de cette caverne, et s'il existait un moyen de revenir par le siphon sous-marin mortel. Derrière eux, ils ne sentaient qu'un mur solide et humide qui n'offrait aucun espoir de fuite. Chaque minute suivante dans l'isolement complet s'étirait comme une heure. La pensée narcotique se dissipe lentement et douloureusement, ne laissant derrière elle que la réalité nue et glacée de leur situation désespérée. Ils étaient enterrés vivants à plusieurs centaines de pieds sous terre, sans le moindre morceau de nourriture, sans la moindre source de lumière, sans aucun de leurs équipements, que le courant impitoyable avait emporté avec lui plus loin dans l'obscurité. Les deux femmes tentaient de se réchauffer en se serrant l'une contre l'autre dans l'obscurité totale, mais la véritable horreur ne faisait que commencer. Elles étaient loin de se douter que l'affleurement de pierre sur lequel elles avaient trouvé un abri temporaire et précaire dissimulait dans son obscurité un piège glissant et invisible qui anéantirait complètement leur chance de s'en sortir vivantes.
Pour Priscilla Grant et Marlène Watson, le temps a perdu à jamais sa signification habituelle. Dans la caverne souterraine du Desolation Canyon, il n'y avait ni jour ni nuit, seulement un cycle sans fin d'obscurité absolue et le bruit monotone de l'eau se répercutant sur les parois de pierre. Les femmes se sont retrouvées dans des conditions qui allaient bien au-delà de toute survie extrême. Elles n'avaient absolument plus rien, ni nourriture, ni source de lumière, ni allumettes, ni médicaments. Tous les sacs étanches contenant de la nourriture et des équipements spéciaux ont disparu sans laisser de traces dans le torrent noir bouillonnant dès les premières minutes de leur désastre. La température dans le donjon se maintenait régulièrement à un niveau critique de 50 degrés Fahrenheit. Leurs vêtements humides de touristes ne séchaient d'eau pas du tout, collant étroitement à leur peau et transformant chaque heure qui passait en une lente et atroce torture due à une hypothermie sévère. Selon le témoignage de Priscilla, documenté par la police, les premiers jours, elles se sont simplement assises sur un rebord de pierre mouillée, se serrant fort l'une contre l'autre, essayant désespérément de garder au moins les maigres restes de chaleur. Mais bientôt, l'instinct de conservation de Marlène l'a forcée à agir. Elle refusa catégoriquement de croire qu'il s'agissait d'une impasse et décida d'explorer les limites invisibles de leur piège de pierre. Avançant prudemment à tâtons, s'appuyant sur les parois glissantes, la jeune fille tenta de trouver au moins quelque étroite crevasse qui permettrait de remonter vers la surface de sauvetage. Cette tentative désespérée lui fut fatale. La pierre, rendue glissante par des siècles de limon fluvial, la trahit. Marlène perdit soudain l'équilibre et, avec un grand cri, tomba d'une haute corniche dans un gouffre noir invisible entre des blocs de granit tranchants. Priscilla se souvient avoir entendu le bruit sourd et terrifiant d'un coup et le cri perçant de son amie qui a résonné sur le sol froid de la grotte. Au cours de cette terrible chute, Marlène a subi une fracture ouverte complexe de la jambe droite. Dans des conditions d'insalubrité absolue, d'air stagnant et d'humidité constante, les conséquences médicales ne se sont pas fait attendre. L'infection agressive a pénétré les tissus mous ouverts extrêmement rapidement. Quelques jours plus tard, la jeune femme a développé un grave empoisonnement du sang. Priscilla a raconté avec une véritable horreur aux enquêteurs expérimentés comment elle était restée assise, impuissante, à côté d'elle dans l'obscurité totale, tenant la main de son amie qui était brûlante à cause d'une forte fièvre. Elle ne pouvait qu'écouter passivement Marlène s'éteindre lentement. Au début, la jeune fille blessée gémissait doucement sous l'effet d'une douleur insupportable, puis elle s'est mise à délirer en appelant bruyamment ses proches, parlant aux fantômes du passé. Environ 3 semaines après leur accident sur la rivière, la faible respiration de Marlène s'est arrêtée pour toujours. Priscilla Grant s'est retrouvée toute seule dans une tombe de pierre, profondément enfouie sous la surface de la terre. Après la mort tragique de sa seule amie, sa psyché humaine, confrontée à la perspective inévitable de sa propre mort, commença à subir des transformations irréversibles. Son cerveau s'est adapté aux conditions monstrueuses dans lesquelles une personne saine ne pouvait pas survivre en désactivant complètement toutes les barrières sociales et en réveillant rapidement ses instincts les plus profonds et les plus primitifs. Le problème de la déshydratation a été le premier à être résolu. La femme a appris à lécher méthodiquement la condensation glacée qui apparaissait régulièrement sur les parois inégales de la grotte. Mais lorsque les réserves de graisse sous-cutanée furent complètement épuisées et que la faim devint une douleur insupportable et brûlante qui lui donnait des crampes d'estomac, Priscilla se transforma finalement en prédatrice. En se fiant uniquement à son sens du toucher et à ses récepteurs accrus, elle a trouvé une mare peu profonde au bord même du lac souterrain. À cet endroit, grâce à un siphon invisible, un puissant courant fluvial transportait parfois de petits poissons, et les poissons cavernicoles aveugles locaux passèrent de temps en temps à la nage. La méthode de chasse de Priscilla aurait étonné même les experts les plus expérimentés en matière de survie extrême. La femme émaciée est restée assise pendant des heures, complètement immobile, dans de l'eau glacée jusqu'à la taille. Sa vue s'était complètement atrophiée à cause de l'obscurité totale, mais son ouïe et ses sens tactiles, cutanés, étaient aiguisés à un niveau animal incroyable. Il a appris à détecter avec précision les moindres vibrations microscopiques de l'eau. Lorsque des proies vivantes nageaient négligemment à ses pieds, Priscilla attrapait le poisson glissant avec ses mains nues et déchirait dans un mouvement rapide comme l'éclair est pratiqué. Elle mangeait le poisson complètement cru, mâchant avidement et méthodiquement chaque arête et chaque écaille. Cette viande crue est devenue sa seule source de protéines essentielles pendant 18 mois. Elle a complètement perdu la notion du temps, vivant uniquement de réflexes animaux élémentaires, jusqu'à ce que le niveau d'eau de la rivière Zelena baisse au point que les gens puissent enfin entrer dans la grotte. Les détectives, qui écoutaient en silence ses confessions choquantes dans la chambre d'hôpital, ont senti leur sang se glacer.
Le récit de Priscilla expliquait avec force détail comment elle avait réussi à survivre pendant 1 an et demi dans des conditions aussi inhumaines. Mais l'enquêteur principal, qui avait étudié en détail les aspects physiologiques de la survie à long terme, s'est soudain rendu compte d'une incohérence logique extrêmement effrayante. Le poisson des cavernes était une proie extrêmement rare et prudente, et il avait fallu beaucoup de temps à la femme épuisée pour apprendre à l'attraper avec succès à main nue. Il y avait un écart de plusieurs longues et insupportables semaines entre le moment où les réserves d'énergie de la jeune fille allaient être complètement épuisées et sa première chasse vraiment réussie. Et pour survivre à cette période de fin critique, en étant dans l'obscurité totale à côté de son ami mort, son instinct animal devait trouver une autre source de calories nécessaires, beaucoup plus proche et plus accessible. Le 14 avril 2018, sur la base du témoignage détaillé de Priscilla Grant et de ses descriptions topographiques incroyablement précises des courants sous-marins, le département de police du comté d'Emery a lancé l'opération de recherche finale. À 7 heures du matin, une équipe spéciale composée de 12 professionnels hautement qualifiés s'est dirigée vers les rapides mortels de Coal Creek. L'équipe comprenait des plongeurs expérimentés de la police, des médecins légistes chevronnés et des spéléologues professionnels de l'extrême. Il a fallu plusieurs heures pour naviguer dans la rivière. Le niveau d'eau de la rivière Zelena était encore relativement bas, ce qui donnait aux sauveteurs une chance unique, peut-être la seule, de pénétrer en toute sécurité dans le système souterrain profond. À 11h45, l'équipe avancée a atteint l'étroite fissure en question. À l'aide de plus de 300 pieds de câbles en Kevlar très résistants, de systèmes de blocage sophistiqués et de générateurs diesel portables pour alimenter les projecteurs, l'équipe a entamé une descente extrêmement lente dans la gueule rocheuse du Desolation Canyon. La descente dans le puits vertical a duré près de 3 heures éreintantes. Lorsque l'équipe médico-légale a enfin touché le fond dur et déployé l'éclairage principal, elle s'est retrouvée face à la même caverne souterraine aveugle. C'était la même prison de pierre hermétiquement fermée qui était devenue le dernier refuge des jeunes touristes. L'air de cet espace clos était incroyablement épais, densément saturé d'une odeur suffocante d'humidité, de pourriture et de vieux limon. La température ambiante ne dépassait pas les 50 degrés Fahrenheit. Pour la première fois depuis des milliers d'années, ce lieu isolé était éclairé par une vive lumière artificielle. Les faisceaux des puissants projecteurs de la police ont immédiatement arraché à l'obscurité les détails macabres de la lutte désespérée pour la vie. Sur les murs lisses et humides, à environ 1,50 m au-dessus du niveau de l'eau, les experts ont enregistré des centaines d'égratignures profondes et chaotiques et des taches de sang humain séchées depuis longtemps. C'était un témoignage terrible et muet de la façon dont, au cours des premières semaines, les filles, dans une terreur animale, ont désespérément essayé de trouver la moindre fissure, arrachant hystériquement leurs ongles du granit, durs dans l'obscurité totale. À 15h20, l'équipe de spéléologues a commencé à examiner méthodiquement le fond boueux du lac souterrain noir. La visibilité dans l'eau étant quasiment nulle, la recherche s'est faite exclusivement au toucher. À une profondeur d'environ 15 pieds, fermement coincé entre 2 blocs de granit massif, l'un des plongeurs a trouvé le premier squelette. Il s'agit des restes de Bonnie Jones, âgée de 28 ans. L'examen médico-légal confirmerait sans aucun doute la présence d'une fracture massive de l'os temporal du crâne que la jeune fille avait subie lors d'un impact catastrophique avec un siphon sous-marin. Plus tard, en se déplaçant le long du mur, les médecins légistes ont découvert les restes squelettiques de Marlene Watson, âgée de 29 ans, sur un rebord de pierre complètement sec. C'est cette découverte macabre qui a fait frémir involontairement même les enquêteurs les plus froids sur le plan émotionnel. Les os de la jambe de Marlene portaient des signes évidents d'une fracture ouverte complexe. Cependant, le secret le plus sombre de cette tragédie était caché ailleurs. Un examen détaillé a révélé de multiples sillons profonds sur les côtes et les fémurs de la femme, laissés par les arêtes tranchantes de pierres grossièrement cassées. Ces blessures causées par l'homme ont finalement confirmé l'étrange supposition de la police quant à ce que Priscilla avait mangé pendant les mois les plus critiques, bien avant que son instinct ne s'adapte à la capture de poissons aveugles à mains nues. Le 20 mai 2018, le bureau du shérif du comté d'Emery a tenu une dernière conférence de presse, clôturant officiellement l'une des affaires criminelles les plus étranges de l'Utah. Cette tragédie sans précédent a profondément affecté le public américain.
Ce n'est pas la présence hypothétique d'un maniaque violent qui a effrayé les gens, mais la prise de conscience de l'impitoyabilité absolue et aveugle de la vie sauvage. Une décision imprudente, prise uniquement dans un but de divertissement à court terme et fatalement renforcée par des drogues de synthèse, a en un instant effacé à jamais la mince ligne qui sépare la vie normale de la mort primordiale. Le labyrinthe froid du canyon de la désolation a forcé une personne ordinaire à descendre rapidement tout en bas de la chaîne alimentaire. Pour sauver sa propre vie, la victime a dû enjamber les tabous moraux les plus stricts et se transformer en un prédateur souterrain dont le seul but était de continuer à respirer dans l'obscurité sans fin. La justice officielle a mis fin à cette histoire. Le tribunal de district a pleinement reconnu les actes de Priscilla Grant comme un état d'extrême nécessité pour la survie et l'a acquittée de tous les chefs d'accusation. Cependant, ce verdict ne signifie rien pour la femme elle-même. Elle est condamnée à passer le reste de sa vie infirme dans le service fermé d'une clinique psychiatrique spécialisée dans la banlieue de Salt Lake City. Son service est plongé dans une profonde semi-obscurité 24 heures sur 24 et elle reste assise, immobile, pendant des heures dans le coin le plus éloigné. Le docteur Harry Storn, qui continue à la soigner, a consigné un détail extrêmement troublant dans ses notes non publiques. Chaque nuit, à 3h15 exactement, Priscilla se réveille brusquement, sort prudemment du lit, presse fortement son oreille sur le sol froid de la clinique et commence à murmurer de façon monotone. Écoutant attentivement les vibrations subtiles des conduites d'eau situées profondément sous les fondations massives du bâtiment, elle affirme avec terreur entendre la rivière noire tracer lentement son nouveau chemin dans l'obscurité, et que l'eau glacée est déjà impatiemment à la recherche de ses prochaines victimes.